Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui pour les fêtes de fin d'année 2021 se met au rythme de Game of Thrones, histoire de vous faire patienter avant la sortie du préquel House of Dragons. Alors, on a décidé d'inviter un certain nombre de personnes spécialistes dans Histoire en série, justement, de la série Game of Thrones. Et aujourd'hui, j'ai une des spécialistes en France qui est avec moi, c'est Aurélie Passy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, vous travaillez pour vos recherches sur l'Orient et c'est justement pour ça aussi que je vous ai invité pour mêler les deux. On le verra dans une prochaine émission, mais vous avez été l'autrice notamment avec Thierry Soulard d'un ouvrage sur Game of Thrones qui s'intitule La clarté de l'histoire, la brume des légendes, dans lequel vous revenez sur un certain nombre d'aspects de cette série. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble un personnage qui est un des personnages clés de l'intrigue de Game of Thrones, qui devient d'ailleurs au fur et à mesure des saisons un personnage central. C'est celui de Daenerys. Alors justement, Aurélie, qu'est-ce que, peut-être pour commencer ensemble ce travail aujourd'hui qui va nous réunir sur ce personnage-là, qu'est-ce qu'on pourrait commencer par dire sur elle, sur ce personnage-là, peut-être, oui, commencer par nous le représenter. Alors, Daenerys, bon, tout le monde connaît Daenerys, la dernière reine Targaryen, on peut un petit peu l'appeler comme ça, qui est vraiment un personnage emblématique de Game of Thrones. On la voit apparaître dans le tout premier épisode de la première saison, donc dès 2011, et elle disparaît au dernier épisode de la saison 8, donc plusieurs heures après son apparition et plusieurs années pour ceux qui ont suivi la diffusion en temps réel. Donc oui, petit warning, on va spoiler largement la fin de la série dans cette émission. Donc attention à ceux qui continuent dans les chemins obscurs de cette émission. Donc Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen, première du nom, l'Imbrûlée, reine des Andals, de Rhoynar et des premiers hommes, suzeraine des 7 couronnes et protectrice du royaume, reine de Mérine, Khaleesi de la grande mer herbeuse, mère des dragons, briseuse de chaînes, Misha, etc. Donc un personnage aux facettes extrêmement importantes et aux facettes multiples qui occupe un espace narratif important au sein de la série
et qui a aussi occupé un espace important auprès des fans et des spectateurs, au point que son nom a été donné à plusieurs petites filles au cours des dernières années, et sa figure largement reprise aussi dans d'autres domaines que simplement la série ou l'étude de la série. Justement, c'est très intéressant ce que vous venez de commencer à nous dire, Aurélie, parce que ce personnage-là, on voit qu'il y a une réelle évolution à la fois, vous l'avez dit, dans sa très longue titulature, puisqu'elle conquiert des titres au fur et à mesure des saisons, et donc elle passe finalement, ça c'est très intéressant, on le voit au tout début, d'une esclave soumise qui va être vendue à Khal Drogo finalement, quelqu'un qui n'a jamais vécu à Westeros, qui est directement sur le continent d'Essos, elle passe à celui d'un personnage de reine conquérante. Alors j'aimerais voir maintenant avec vous comment finalement se fait cette évolution tout au long de la série. Alors effectivement, elle occupe plusieurs thématiques et elle reprend plusieurs figures tout au long de ces différentes saisons. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, ce serait bien trop long. Mais on commence par la figure de la princesse à marier, qui est une figure assez classique des contes de fées et qui, pour le coup, dans la série, est associée à l'esclavage. Elle est vendue, effectivement, comme vous le disiez. Elle est vendue, elle est même totalement animalisée dans la première scène où on la voit, où son frère la déshabille, la touche, exactement comme si on voulait vendre un produit. Donc, c'est relativement dégradant. On a cette idée de princesse à marier, d'esclave qui va devoir, qui est soumise à son frère et au départ à son mari. Et progressivement, alors ça prend toute la série, elle va commencer à essayer de s'affirmer, à prendre davantage de pouvoir. Et la fin de la saison 1 est assez emblématique à ce niveau-là, puisqu'on la voit rentrer dans le bûcher en flammes de son mari. Et elle renaît tout à fait littéralement et symboliquement. On la pensait morte, elle renaît avec des nouveaux dragons, avec un nouveau pouvoir. Les dragons symbolisent aussi son pouvoir. Ce bûcher est un symbole finalement de son émancipation. Elle tourne la page de cette figure de la princesse à marier pour en adopter une autre, celle qu'on va commencer à adopter dans la saison 2 et qui commence avec la traversée du désert. Ce sont les deux premiers épisodes de la saison 2. On la voit un petit peu, on va dire, galérer dans ce désert rouge, mais qui, pour le coup, c'est assez intéressant, la figure de la traversée du désert qui suit le parcours d'un héros qui est associé au désert, un petit peu comme une figure messianique qui traverse le désert. On pense à Jésus, on pense à d'autres prophètes. Et le fait même que ce personnage de Daenerys est une résistance au feu. Alors c'est quelque chose là qui est très spécifique à la série télé, puisque c'est pas vraiment le cas dans les livres. Dans le livre, elle se brûle à plusieurs reprises, sauf quand elle rentre dans le bûcher. Mais dans la série en fait quelque part un être surnaturel. Progressivement, on la voit monter en pouvoir, acquérir davantage de pouvoir, et c'est en lien avec la montée de sa puissance guerrière tout au long de la saison 3, où en fait son pouvoir est vraiment associé à la guerre. Elle prend le pouvoir parce qu'elle est victorieuse. Quand elle commence à conquérir Astapor, puis la ville de Yunkai, et enfin la dernière ville, la ville de Meereen, dans la baie des Cerfs. Et c'est assez intéressant parce que pour le coup, c'est une caractéristique dans le pouvoir qui est plutôt associée à des figures masculines. Ici, on a donc une femme qui reprend cette figure-là. Symboliquement, et ça aussi c'est intéressant, une fois qu'elle a pris la ville d'Astapor, après avoir lâché la puissance de ses dragons, elle remonte sur un cheval. Le cheval elle avait perdu son cheval au début de la saison 2 dans le désert, il était mort, c'était le cadeau de son mari de la saison 1. Mais une fois qu'elle a vaincu à Astapor, elle remonte sur un cheval, et là on reprend les figures assez connues de conquérants qu'on a tous en tête, Alexandre et Bucéphale, Napoléon avec le tableau de Napoléon franchissant les Alpes, etc. Donc on reprend cette posture-là. On voit aussi Daenerys tenir un conseil de guerre, s'intéresser aux stratégies. Alors, elle n'est pas sur le devant du champ de bataille encore, mais elle incarne bien ce chef de guerre, cette figure de chef de guerre, et elle s'approprie aussi des codes masculins, notamment dans sa coiffure, puisqu'elle reprend la pratique d'Othraki qui était à chaque fois qu'il y a une victoire,
on change sa coiffure. Alors, en l'occurrence, chez Daenerys, on rajoute une tresse. On complexifie la coiffure qu'elle a. Et ça, vous remarquerez tout au long de la série, hein, sa coiffure se complexifie. On a plus de tresses. Ça remplace, pour ceux qui ont lu les livres, les clochettes Dothraki, qui sont normalement des signes de victoire chez Dothraki. Bon, pour des raisons tout à fait compréhensibles liées à une série télé, ils n'ont pas ajouté des clochettes, ils ont transformé ça en tresses. Les showrunners, donc David Benioff et Weiss, eux évoquent la figure de Jeanne d'Arc, et notamment la figure de Jeanne d'Arc dans ses capacités militaires. Alors bon, Jeanne d'Arc est une figure qui a été largement romancée, mais qui justement résonne dans l'imaginaire de pas mal de personnes, de l'imaginaire commun, comme une figure guerrière et comme justement une personne qui a une figure qui s'est un petit peu éloignée des schémas qu'on associe typiquement aux femmes. Et c'est vrai que Daenerys, pour le coup, est une figure qui se distingue un petit peu des reines classiques en fantasy, ou en tout cas telles que ça se faisait au début des années 2000 et 2010. Daenerys revêt ensuite la figure de la libératrice. Hein, elle est la briseuse de fer, c'est un titre qu'elle rajoute à sa titulature. Et on la montre à ce moment-là avec des côtés vraiment très humains, où elle prend soin des plus faibles, en l'occurrence des esclaves. Et là, on retrouve un idéal chevaleresque un petit peu, hein, qui infuse aussi la saga et qui est plus ou moins déconstruit. Ce passage-là a été un petit peu critiqué aussi pour son côté sauveur occidental. On y reviendra un petit peu plus en détail par la suite. Et Daenerys ensuite arrive à prendre définitivement le pouvoir dans la cité de Meereen, où elle en devient reine. Donc vraiment, elle se pose, elle n'est plus dans ce phénomène, cette épopée de conquête, elle se pose et elle essaie de gouverner. C'est là qu'elle est confrontée vraiment aux premières difficultés après sa sortie du désert. Et ça permet à la série de peindre une héroïne totalement, enfin tout à fait humaine, avec ses faiblesses, avec ses points forts. Et enfin, dans la dernière partie, donc ça va être saison 7 et 8, où elle arrive à Westeros, elle se rend compte à ce moment-là que, effectivement, comme vous le disiez en introduction, elle ne connaît pas Westeros. Elle est née à Pendragon, mais elle a tout de suite fui. Ils ont dû être exilés à Essos. Donc, elle n'est pas vraiment chez elle. Elle est même vue comme une envahisseuse avec ses armées orientales. Et c'est finalement toute la tragédie de son parcours, où elle n'est pas chez elle à Essos, mais elle n'est pas non plus chez elle à Westeros. Et donc, elle finit par imposer son pouvoir par la violence et la destruction, après que le volet sauveur de quelque chose, où elle a participé à la longue nuit, ait échoué. Alors, on voit que déjà, avec ce parcours, il y a des portraits, des thématiques qui sont vraiment très intéressantes. Il y a un large éventail tout au long de ces 8 saisons. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus, mais il faut s'intéresser aussi aux costumes que porte Daenerys. La costumière Michelle Clapton a porté un soin tout particulier dans la conception des costumes de Daenerys, hein, puisque ces costumes, alors, ils ont un rôle diégétique, c'est-à-dire dans l'univers, où ces costumes permettent de montrer qu'elle s'adapte en portant la tenue des peuples qu'elle traverse. Mais il y a aussi un rôle extra-diégétique, donc à l'extérieur, pour souligner le parcours du personnage, son évolution, son apprentissage. Donc il y a un article sur un garde de nuit auquel je vous renvoie et qui sera dans la bibliographie, mais simplement en 2 mots. Par exemple, en saison 1, elle porte des vêtements qui sont très légers, qui illustrent sa fragilité, alors qu'en saison 7 et 8, elle a une tenue qui est beaucoup plus couverte. On est loin de la fragilité de la saison 1. Les couleurs aussi sont relativement symboliques. En saison 1, elle porte des couleurs assez neutres, assez ternes, alors qu'en saison 7 et 8, elle adopte alors les couleurs de sa maison et des couleurs noires aussi qui tirent sur le noir étant une couleur pas mal associée au pouvoir féminin, hein, dans Game of Thrones. L'évolution de sa coiffure aussi est un élément important. Et je voudrais finir juste cette petite partie sur l'utilisation de certains stéréotypes ou clichés qui sont associés aux personnages féminins en fantasy, sans entrer dans les détails en présentant seulement 3, hein, il y en a beaucoup d'autres associés. Alors, on a notamment
la question de la maternité. La femme est souvent associée à la maternité, ce que Daenerys reprend au départ, mais cela finit par être détourné. On a une façon de détourner le stéréotype puisque Daenerys perd son enfant, elle ne peut plus enfanter et elle trouve une autre façon en fait d'être une mère avec ses dragons, avec ses esclaves, donc dans une vision un petit peu paternaliste, mais ça reste une façon de contourner un petit peu ce stéréotype. On a la question qui est un peu plus épineuse et qui est, à mon avis, beaucoup moins bien réussie dans la série, qui est la question de la sexualité et la question du viol. Alors, ça s'intègre dans une question qui est plus large de la représentation du corps féminin à l'écran et dans la série. Et pour le coup, je renvoie à ce moment-là à l'article de Marie-Luce Bujon et Laura Muller-Thomas dans le colloque Game of Thrones des Imaginales, qui explique bien cela. Donc Daenerys, elle est violée en première saison. C'est quelque chose qu'elle verbalise clairement en saison 7. Mais elle finit par s'approprier sa sexualité et à renverser littéralement la situation par ce biais et à entamer ensuite une véritable liaison amoureuse avec Drogo. Ce qui peut légitimement faire lever un sourcil, déjà parce que ça reste un cliché associé aux femmes, le fait d'utiliser la sexualité pour avoir du pouvoir, et ensuite parce que le viol comme constructeur d'un personnage féminin et de son affirmation est quelque chose qui est extrêmement cliché. Bon, Daenerys n'est pas la pire là-dessus dans la série, mais c'est quand même un cliché qu'on a à elle. Par la suite, il est vrai qu'elle s'éloigne un petit peu du cliché de la femme qui manipule par le sexe, même si en saison 2, elle envoie une servante, Iri, manipuler le personnage de Xaro Doan Daxos à Kars pour essayer d'en tirer des informations. Par la suite, on a un petit peu moins cet aspect et on a même parfois l'inverse puisque à un moment donné, quand elle entame sa relation avec Naharis, Daario est clairement représenté comme un objet de son envie. Bon, reste que dans les dernières saisons, on a un petit peu du mal à détacher Daenerys de ses relations amoureuses. Par exemple, quand elle va dans le nord avec son dragon pour venir à la rescousse de ce que je vais appeler la Suicide Squad qui passe au nord du mur en saison 7. Elle y va parce qu'elle a peur pour Jon. Et en saison 8, lorsqu'elle rencontre Sansa pour la première fois et qu'elles auraient pu discuter d'éléments de gouvernement, mais non, elle parle de Jon. Donc voilà, ça reste des questions qui se posent et a priori un aspect qui n'est pas très bien géré par la série. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, alors pareil, sans détail, il y a déjà beaucoup de littérature qui a été faite là-dessus, c'est qu'avec Daenerys, on a un renversement des figures classiques qui sont associées au dragon, au chevalier et à la princesse, le chevalier qui vient sauver le dragon, la princesse du dragon. Et ça, on l'a à plusieurs reprises, mais il y a deux moments particuliers qui le marquent. En saison 7, il y a une confrontation après une bataille entre Jaime Lannister et le dragon, où Jaime, en fait, le chevalier, charge le dragon et la princesse, donc qui est reine à ce moment-là, mais et Daenerys. Et dans le deuxième moment où c'est Daenerys qui vient à la rescousse de Jon, donc la figure de chevalier, sur le dos de son dragon. Aurélie Passy, justement, ce qui était très intéressant ici dans ce que vous évoquiez à l'instant avec nous, dans cette série-là, c'est que on voit avec Daenerys que c'est quelqu'un qui est né dans une grande famille, mais qui n'est pas du tout prévu pour exercer le pouvoir. Vous l'avez dit, elle est née à Père Dragon, elle est ensuite en exil. Elle est certes mariée de force à un Khal, mais petit à petit, on voit qu'elle devient une femme de pouvoir, qu'elle conquiert ce pouvoir-là parce qu'elle est la mère des dragons, mais pas que. On va la voir passer justement à Meereen, puis quand elle va vers Westeros. Alors, refaites avec nous un petit peu son ascension politique quelque part, en montrant peut-être comment elle est devenue celle qui devait être la reine. Et c'est effectivement un élément qui est assez intéressant. Alors, bon, je ne reviens pas sur le fait que Game of Thrones, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est une série qui est très axée sur les aspects politiques. Il y a pas mal à nouveau là de livres qui ont étudié ces aspects-là. Donc, c'est un angle assez central. Et on sait par exemple que dans les livres, George Martin dit explicitement qu'il veut explorer la question de l'exercice du pouvoir avec Jon Snow et avec Daenerys Targaryen. Ce qu'on retrouve du coup ce qu'on retrouve même assez développé avec la série. Alors, Daenerys, en fait, au tout début, elle ne cherche pas à conquérir le pouvoir. Tant que son frère est vivant, elle ne cherche pas à conquérir le pouvoir. Elle veut même rentrer chez elle. Alors, chez elle veut un petit peu tout et rien dire, puisqu'elle n'a pas vraiment de chez elle, mais elle ne cherche pas à avoir ce pouvoir.
finalement, elle ne revêt son but de prise du trône de fer que lorsque son frère meurt. En fait, elle fait le rêve de son frère. Dans la saison 2, d'ailleurs, dans sa vision dans l'hôtel des non-mourants, cette fameuse vision où elle arrive dans la salle du trône, elle voit le trône de fer et il est sous la neige, elle ne touche pas le trône de fer, elle est attirée en fait par des cris d'enfants et par une vie de famille en fait. Donc elle est encore dans un moment où c'est pas encore sûr de qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Bon, finalement, elle finit par laisser derrière elle cette vision de sa famille pour retrouver ses dragons. Et donc, on a un personnage qui, alors, certes, est héritière à la fois par ses origines Targaryen, mais aussi par le rêve de son frère, qui est héritière de la royauté, mais qui, en fait, contrairement à pas mal d'autres protagonistes de la série, finit par découvrir, et elle fait sien le fait que le pouvoir, ça se conquiert et surtout que gouverner est un véritable apprentissage. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et elle apprend plusieurs choses. Elle apprend par exemple à rendre la justice, quitte à sacrifier une part d'elle-même. C'est notamment dans la saison 4 qu'elle exerce cela. Ces dragons, elle doit les enchaîner parce que ces dragons ont massacré une petite fille. Et ça, c'est intéressant. La justice est historiquement très liée à la royauté et à la légitimité du pouvoir royal. Dès l'Antiquité, on pense par exemple au code d'Hammurabi au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie, où c'est, alors cette fois-ci, la justice, elle émane des dieux, mais elle est rendue par le roi qui en est le garant. Bon, dans la série, je pense que plutôt on se raccroche à l'image, alors très populaire et en partie construite et romancée, d'un Saint-Louis, Louis IX, qui rend justice sous son chêne. Et c'est une image qui, pour le coup, est suffisamment connue à l'international pour que les showrunners aient pensé à cette image et peut-être aient repris certaines inspirations. Elle apprend aussi que le coût de la liberté n'est pas absolu. Elle apprend qu'il faut savoir s'entourer de conseillers, s'entourer d'hommes sages, d'hommes expérimentés, écouter leurs conseils. Ça, c'est tout son parcours en grande partie en saison 3, 4 et 5. Et c'est une qualité aussi qu'on retrouve historiquement dans, par exemple, la littérature qu'on appelle les miroirs des princes, qui sont des manuels un petit peu de bonne conduite des princes, notamment dans l'islam médiéval. Daenerys apprend aussi que les conséquences de ses actions ces actions ont des conséquences, et des conséquences qui parfois vont à l'encontre de ses propres valeurs morales. Elle rencontre par exemple un esclave qui vient lui dire que finalement, un ancien esclave qui lui dit que sa nouvelle condition d'homme libre, en fait, ça ne lui convient absolument pas. Et ça, c'est intéressant parce que le fait d'avoir des conséquences à ses actions, c'est un élément qui structure la cohérence interne de l'univers et qui participe aussi au non-manichéisme sur lequel Game of Thrones a bâti sa réputation. Donc, Daenerys apprend d'autres qualités qui sont traditionnellement associées à des rois, la miséricorde, la clémence, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Daenerys, elle est porteuse d'un certain radicalisme avec ses idéaux, qui évidemment plaisent aux spectateurs contemporains, toute la lutte contre l'esclavage, pour la liberté, etc. Il y a beaucoup de littérature qui a été écrite sur justement la politique et Game of Thrones et qui ont repris la figure de Daenerys. Et c'est intéressant parce que les créateurs de la série jouent aussi sur cet aspect-là. Par exemple, un des trailers de la saison 5 de Game of Thrones a été fait sur une musique de Assassin's Creed Unity, donc le Assassin's Creed qui se passe pendant la Révolution française. Et la musique, c'est la musique qui est Rather Death Than Slavery, donc plutôt la mort que l'esclavage, qui reprend la Marseillaise. Donc on a vraiment là vraiment une allusion assez claire à la Révolution française, ou plutôt à l'image de la Révolution française dans la culture populaire. Et c'est dans ce même trailer qu'on entend Daenerys qui promet de briser la roue. Elle ne va pas simplement arrêter, elle va la briser. Et dans ce même trailer, on voit aussi la harpie, qui est le symbole de Mérine, qui est en haut de la pyramide, qui est cassée, qui est mise à bas et qui est... voilà, Daenerys a renversé un pouvoir. Bon, la conclusion de la série, sur ce point-là, briser la roue est un petit peu décevante. Mais voilà, on joue quand même avec cette idée de révolution, on va tout changer. Alors la question est de savoir aussi quelle reine en fait est Daenerys. On voit que en saison 4, c'est une reine qui est vraiment
très humaine, c'est son humanité qui est mise en avant, avec une volonté de compromis, de rendre la justice, même si sa propre conception de la justice a tendance à être basée sur la loi du talion, elle a quand même des conseillers qui l'entourent et qui la guident un petit peu. La situation dans laquelle elle est, Amérine, est complexe. Elle essaye vraiment de s'en sortir par le compromis, par le dialogue. Elle épouse le noble Isdarzo Lorak pour se faire accepter de Mérine et elle refuse, ça c'est un dialogue qu'elle a avec Dario, elle refuse d'être une reine bouchère. Bon, ça ne fait pas long feu, la solution débouche souvent sur des échecs. On voit aussi, par exemple, devant Port-Réal, en saison 8, que sa volonté de négocier avec Cersei se finit par la mort de Missandei, donc c'est vraiment un échec. Et la violence est souvent une solution qu'elle adopte. Il est vrai que les raccourcis scénaristiques de la série aident pas vraiment à atténuer cet aspect et à nuancer cet aspect de la violence. Donc, le parcours de Daenerys, en tout cas dans la baie des Serres, à la fois une réussite et un échec. Une réussite parce qu'elle réussit à pacifier la baie des Serres, mais elle le fait au prix d'une guerre, alors qu'elle-même voulait être pacifique. Donc voilà, on a pas mal d'éléments de réflexion. Sans détailler beaucoup plus, on a des questions qui peuvent être développées autour de est-ce que le pouvoir rend seul ? Daenerys est un personnage exilé et elle perd progressivement certains de ses conseillers et de ses repères. Est-ce que le pouvoir corrompt ? Vu la fin de Daenerys, c'est une question qui se pose, qui, pareil, historiquement, a été pas mal débattue par beaucoup d'auteurs, mais dès l'Antiquité, Plutarque est un auteur, par exemple, qui pose cette question. Est-ce qu'il vaut mieux se faire aimer ou se faire craindre ? Et à la fin de la série, est-ce que se révolter contre la tyrannie est légitime ? Voilà, donc ça, c'est pas mal de questions qui sont mises en avant et que la série cherche à développer de façon plus ou moins réussie, mais au moins, c'est quelque chose qu'elle donne aux spectateurs. Aurélie Passy, vous avez vu avec nous à l'instant que d'esclave, elle devient reine, elle devient un personnage central auquel les scénaristes de la série vont faire avoir finalement un rôle aussi d'amante avec Jon Snow. Et à ce moment-là, il y a un véritable retournement de situation. À ce moment-là, on va spoiler sur cette fin d'émission. Donc, ceux qui n'auraient pas vu la saison 8, peut-être, ça serait le moment de couper un petit peu. Mais à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un lien de famille entre eux et que finalement, Jon Snow n'est pas un Stark, mais un Targaryen. Et là, donc, Daenerys devient finalement la tante de Jon. Et cette fin, finalement, elle s'accélère. Alors, on s'est beaucoup posé les questions. Les fans se la sont posées. Cette fin, finalement, refaites-la avec nous et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un gâchis ? Ça a été la grande question et qui s'est posée, qui a déchaîné les foules. Alors vraiment, littéralement, il y a vraiment eu des gens qui ont fait une pétition pour refaire la fin, etc. Enfin, bon, je passe sur ces éléments-là. Et la question, elle est toujours encore débattue, parce que la fin, elle n'est pas non plus toute noire. Il y a des choses quand même intéressantes à en tirer, à analyser. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment, une espèce d'amertume qui débouche. Alors, si on revient simplement sur cette évolution finale, alors dans l'épisode 5 de cette saison 8, Daenerys attaque la ville de Port-Réal et elle attaque surtout les habitants de façon totalement gratuite puisque la ville s'était rendue. Voilà. Alors c'est intéressant en termes d'imagerie, en fait, la série fait pas mal de recherches et je trouve, alors c'est quelque chose qui a été un peu critiqué pour son manque de subtilité, mais pour le coup, je trouve que c'était assez intéressant le visuel qu'ils avaient choisi. Alors, dans cet épisode, à partir du moment où elle décide d'attaquer la ville, donc c'est pendant la bataille des cloches, et bien à ce moment-là, elle disparaît de l'écran. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que son dragon, on ne voit plus que le feu, en fait, on ne voit plus que sa destruction. Donc déjà, je trouve intéressant de l'avoir déshumanisée et de l'avoir sortie. Donc elle est plus humaine à partir du moment où elle prend cette décision. On reprend aussi dans l'épisode 6, le dernier épisode, l'imagerie de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler et le discours du dictateur face à ses troupes. C'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans la fantasy et dans l'imaginaire en général. On pense à Saruman dans Le Seigneur des Anneaux devant ses orques. On pense aussi à Star Wars où il y a pareil des discours de entre guillemets méchants devant ses troupes. Et dernier élément, les représentations graphiques à l'écran, c'est l'image du tyran. Alors, le tyran, c'est celui qui obtient le pouvoir de façon illégitime
et par la force. Et ce tyran-là, il est monstrueux. C'est quelque chose qu'on a par exemple chez l'auteur Cicéron, quand il fait ses discours contre Marc-Antoine, il utilise l'image de la bête sauvage, il utilise même le terme de monstrum pour montrer que son pouvoir est cruel. Et c'est quelque chose aussi qu'on a dans l'imaginaire médiéval. Alors pour le coup, actuel Moyen-Âge, donc Florian Besson avait fait un trait vraiment intéressant sur justement cette représentation du tyran. Donc je mettrai pareil en bibliographie un lien vers ce qu'il avait fait. Et effectivement, quoi de mieux qu'un dragon en fait pour montrer l'image du monstre. Et donc on tombe sur cette fameuse image avec Daenerys devant et le dragon qui déploie ses ailes et faisant de Daenerys littéralement un monstre. Voilà. Donc, on comprend les raisons qui ont poussé les scénaristes à faire de Daenerys un monstre. Il y a une question de tirer le lien symbolique avec son père. Le Aerys Targaryen, Aerys II, le fou qui a failli brûler Port-Réal. La mise en œuvre repose également sur des codes de la tragédie classique, de la tragédie aristotélicienne. On a un personnage héroïque ou de sang royal, ce qu'est Daenerys, qui commet une faute morale du fait d'un défaut. Souvent, ce défaut, c'est l'orgueil, l'hubris au sens grec, ce qu'est Daenerys, qui veut imposer son idée au monde. Et cette faute le conduit à devenir un monstre. Et le destin sur lequel ce personnage est engagé ne peut absolument pas dévier puisque son destin est déjà tracé par les dieux. En l'occurrence, dans la série, c'est un déterminisme qu'on va entre guillemets qualifier de génétique. C'est son père qui était fou, Daenerys le devient aussi. Alors, l'influence du théâtre et de la tragédie, en particulier shakespearienne, c'est toujours fait sentir dans Game of Thrones, aussi bien pour les inspirations des personnages, la construction des scènes, les thématiques, etc. Mais là, c'est vrai que ces codes deviennent centraux et guident la narration dans ces deux derniers épisodes, quitte à casser ceux qui étaient mis en place auparavant. Et pour le coup, je pense que c'est un élément qui a participé au fait que ça sort totalement le spectateur de ce qu'il avait l'habitude de voir. Et je renvoie aussi à l'article de Tasnim Ayed dans le colloque Game of Thrones qui montre aussi clairement comment cette évolution de Daenerys déroge au code et à la subversion que la série avait patiemment construit jusqu'à présent et ça donne quelque chose qui ne marche pas très très bien. Alors, est-ce que cette fin était préparée ? C'est une question qui s'est posée. Alors, en partie, parce que Daenerys, elle a des propensions à la violence, et ce, de la saison 1, et ça se poursuit tout au long de la saga. Quand elle arrive à Kars, elle menace les maîtres, les 13 princes marchands de détruire la ville, elle détruit Astapor, elle crucifie les grands maîtres, elle essaye de reprendre Yunkai à un moment donné en menant une expédition punitive, elle rallie les Dothraki par la violence, etc. Donc, il y a un lien aussi symbolique avec les dragons, entre Daenerys et les dragons qui incarnent une certaine sauvagerie. Alors, c'est en partie caché parce que l'univers dans lequel Daenerys évolue est particulièrement hostile, violent, et très loin de ses valeurs et de nos valeurs à nous. Et bon, on ne va pas se le cacher, c'était très plaisant de la voir cramer absolument tout le monde à Essos. Sauf que, jusqu'à présent, en fait, ces actes étaient rationnels. Elle s'entoure de conseillers, typiquement dans la saison 6, dans l'épisode 9, lorsqu'elle rentre à Meereen, elle veut à ce moment-là prendre son dragon et brûler toutes les villes qui sont ses ennemis. Tyrion la dissuade. C'est un rôle aussi qu'avaient Barristan Selmy et Jorah Mormont. Bon, on note au passage que dans son entourage, ce sont surtout des hommes qui la guident. Missandei, qui est aussi une confidente, reste un personnage qui n'a pas beaucoup d'influence politique sur Daenerys. Mais voilà, donc elle conserve son humanité, elle conserve une ligne droite, une ligne morale qui est droite, même si elle a une tendance à la violence. Et elle conserve son humanité en incarnant aussi un héroïsme qui passe par le sacrifice de soi. Elle n'hésite pas à se mettre en danger pendant la bataille de la Longue Nuit dans l'épisode 3 de la saison 8. Et les showrunners, en fait, la font basculer par un raccourci, une facilité scénaristique qui est assez bien commode, qui est celui de la folie, en fait. Et alors, ça veut absolument rien dire quand on a un personnage, d'un coup, elle devient folle. C'est vraiment un raccourci, une facilité scénaristique.
et ils lui font faire des actions qui ne sont pas justifiées. On n'était pas du tout habitué à ça, et donc ça fait quelque chose de très artificiel. Et à ce moment-là, je voudrais juste lire une phrase de l'article de Tasnim Ayed avec laquelle je suis totalement d'accord, c'est que les actions et les décisions du personnage sont donc déconnectées les unes des autres dans une véritable impasse scénaristique révélatrice d'une écriture hâtive et sommaire, précipitant la chute de l'héroïne et son basculement soudain dans la cruauté. Donc, voilà. Alors, ça pose aussi la question de la représentation du pouvoir féminin. Là, je renvoie pour le coup à l'article de Justine Breton dans ces mêmes actes du colloque. Bon, il est très très bien, ce colloque. N'hésitez pas, hein, on en redemande. Donc, la représentation du pouvoir féminin, Daenerys, elle est vraiment vue comme ne sachant pas contrôler ses émotions. La série aurait pu construire en fait la décision de Daenerys de brûler la ville comme un choix rationnel. Alors, extrêmement cynique, on est d'accord. Tywin, là, par exemple, fait dans l'histoire, on ne le voit pas, mais dans l'histoire, pendant la rébellion de Robert, Tywin a mis la ville à sac, la ville de Port-Réal à sac. Et donc, Daenerys aurait pu faire ça, mais ce n'est pas le cas. Hein. On a une scène où on la voit seule, abandonnée, hein, ça se voit, c'est marqué sur son visage, elle est décoiffée, etc. Et ça met vraiment son accent sur son incapacité à gérer ce qui lui arrive, en contradiction totale avec ce qu'on nous avait montré avant de ce personnage-là. Elle est aussi montrée comme jalouse du pouvoir que pourrait avoir Jon, hein, comme Jon qui se révèle être un Targaryen légitime. Elle se montre comme étant cruelle, et c'est intéressant parce que la violence féminine est représentée comme dérangeante, alors que celle masculine est beaucoup mieux acceptée. Hein, par exemple, Jon commence son règne de Lord Commandant de la garde de nuit en décapitant un personnage qui s'appelle Janos Slynt. Daenerys commence son règne de Mérine en crucifiant les grands maîtres. C'est une chose qu'elle regrette en plus par la suite et pour laquelle elle a des remords. Donc, on n'est pas sur la même échelle, hein, donc on décapite un homme, on crucifie beaucoup de grands maîtres, mais cette violence-là, les violences de Daenerys, c'est représenté comme une pierre sur le chemin vers la monstruosité de Daenerys. Et je trouve que c'est une construction qui est effectivement très à rebours, c'est une justification qui est assez a posteriori. Donc, une fin gâchée, j'aurais tendance à dire oui, et c'est dommage parce qu'il y avait un gros potentiel. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors au bout de cette émission, Aurélie Passy, sur ce personnage clé de l'intrigue qu'est Daenerys Targaryen? Alors, c'est un personnage qui a des facettes vraiment multiples, qui est extrêmement riche, qui est rattaché à de nombreuses thématiques autour du pouvoir, autour de la représentation des femmes, autour du parcours initiatique du héros aussi, autour de l'héroïsme et de la monstruosité, etc. Et c'est un personnage qui est vraiment passionnant à explorer. Hein. J'ai simplement fait qu'effleurer certaines thématiques. C'est une figure qui reste atypique et complexe en fantasy, en tout cas, alors qu'il est un peu moins, c'est un type de personnage qui est un peu moins atypique aujourd'hui dans la fantasy actuelle, mais qui était un peu plus au début des années 2000 et en 2010. Et c'est une figure qui est forte et marquante. Elle a une grande place dans la série, hein. Il y a un développement très important et un soin accordé au développement de son personnage jusqu'à la dernière saison. Et ça a été pris comme un modèle de empowerment, donc de prise de pouvoir des femmes, ce qui reste discutable, hein, comme on l'a vu. C'est un personnage qui est plein de contradictions, aussi bien diégétiquement, donc à l'intérieur du récit, hein, et d'ailleurs c'est ce qui est recherché, hein, c'est de montrer un personnage qui est ambigu, mais comme à peu près tous les personnages de la série, à quelques exceptions de près, mais elle est pleine aussi de contradictions pour nous, spectateurs. Et son traitement au début de la série, tout comme son évolution beaucoup trop rapide en saison 8, a valu des critiques légitimes. Il sera intéressant de voir comment est-ce que les femmes et surtout le pouvoir des femmes sera représenté dans la future série House of the Dragon, qui justement met en avant des personnages de reines. Hein. Donc on verra comment est-ce que dans cette série qui devrait sortir l'année prochaine, ce sera mis en scène. Merci beaucoup Aurélie Passy pour cette présentation du personnage de Daenerys, donc il s'inscrit dans le cadre de notre cycle d'émissions sur Game of Thrones. Alors comme tous les intervenants et intervenantes dans toutes les émissions, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve à la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com où vous évoquez notamment bien sûr le colloque sur les Imaginales d'Épinal de 2020 qui vient de paraître et dont on s'est largement inspiré pour réunir tous les auteurs et autrices pour cette
cette série d'émissions que vous êtes en train d'écouter. Alors, vous aussi, je rappelle, Aurélie, vous avez publié avec Thierry Soulard, qui va aussi intervenir avec nous, un livre qui s'intitule, on l'a dit, Clarté de l'histoire, brume des légendes, justement, sur Game of Thrones, pour permettre d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière le scénario des livres. Alors, Aurélie, on se retrouvera aussi pour une autre émission sur Essos, ça sera un peu plus tard. Là, vous irez, avec votre spécialité aussi, de travail de recherche en histoire antique, aller essayer d'étudier ce continent-là. Mais ça, c'est pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.